Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Nous vous saluons. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes ici à Bruxelles. Et nous sommes avec un jeune, Didier Boniface Dicolo. Il est coordinateur d'un mouvement, d'une association dénommée Forum Citoyen. Bonjour Didier. Bonjour. On vous regarde partout à travers le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, merci de la parole. Merci de me donner l'occasion pour pouvoir m'exprimer à travers votre micro. Je suis M. Dicolo, Didier. Je suis père de famille, papa d'un enfant de 17 mois, marié. Je suis issu d'une famille de 11 enfants, donc je suis 9e. M. Dicolo a fait des études comme la plupart des Congolais. J'ai fait des études à Kinshasa, à l'université protestante au Congo, d'où je suis sorti licencié en droit. J'ai fait une maîtrise en droit européen à l'Académie Louvain. J'ai fait une deuxième maîtrise en matière de sécurité et de défense à l'Institut aux études de défense nationale de Paris. J'ai fait une formation également à l'école de commerce des hautes études catholiques de Bruxelles et une formation en matière de défense et sécurité à l'école royale militaire. Voilà ce qui est de mon parcours en ce qui concerne les études. Vous êtes jeune, comme beaucoup d'autres jeunes. On est à Bruxelles. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont aussi un parcours plus ou moins comme vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la politique? Alors, je crois que ma passion pour la politique découle d'une passion, découle d'une volonté formidable de pouvoir inverser les choses dans mon pays. J'ai toujours voulu participer, porter et partager le poids de l'organisation de la société par l'action politique. J'ai toujours voulu changer les choses, donc impulser les processus de changement de notre pays. Mais il faut le reconnaître, cette volonté n'est pas infuse, cette volonté a été forgée dans les feux croisés de l'influence familiale, des rencontres avec des personnalités à travers le monde. J'ai aussi beaucoup voyagé, et également par mon cursus scolaire. Je viens de dégrainer tout à l'heure. Pour la petite histoire, mon grand-père a travaillé au sein de la force publique à l'époque de la colonisation belge. La force publique qui, comme vous savez, était une armée d'occupation et d'exploitation du Congo, qui avait pour mission l'exploitation des richesses naturelles du Congo au profit du colonisateur. Et pendant cette période-là, mon père a été incorporé dans la force publique et contre son gré. Ton grand-père ou ton père? Plutôt mon grand-père qui a été incorporé dans la force publique et contre son gré. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de pouvoir communiquer sa passion du service public parce qu'il a été retrouvé un matin mort, déshydraté, après une tentative de désertion, parce que les conditions dans lesquelles ils étaient soumis au sein de la force publique étaient telles qu'on ne pouvait pas y rester très longtemps. Mon père, lui, a suivi un autre chemin, un autre parcours. Lui, comme mon grand-père d'ailleurs, ils sont dans la lignée des chefs, le chef coutumier. Et quiconque s'est intéressé un peu à l'organisation et au fonctionnement de ce type de pouvoir traditionnel, sait pertinemment bien que l'autorité du chef lui confère des privilèges exceptionnels dans la société. Ton père a fait la politique? Au niveau local, je dirais oui, parce que être chef coutumier, c'est faire de la politique. Et la politique étant cette plus haute forme de charité qui s'intéresse aux problématiques de la vie collective, je pourrais donc affirmer qu'il a fait de la politique au niveau local, mais pas au niveau provincial, au niveau national. Et donc mon père, lui, il a travaillé, il a exercé cette fonction en tant que chef coutumier. Il a travaillé
Je crois que je tiens de lui cette passion du service public, cette passion du service à la collectivité. Mais il n'y a pas que mon père. Il y a mon grand frère aîné qui a prospéré dans les affaires après la libéralisation du secteur des diamants dans les années 80. Et au début des années 70, à l'époque de la conférence nationale souveraine, il avait l'habitude de côtoyer des jeunes politiciens qui étaient en lutte contre le régime de Mobutu et qui réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine. Ils invitaient ses amis chez lui, à la maison où j'ai grandi. Ils avaient coutume de discuter des questions d'intérêt national. Et dans les oreilles de l'enfant que j'étais à l'époque, j'entendais répéter des mots tels que démocratie, ouverture de la conférence, au Conseil de la République, contentieux belgo-congolais. Il a fallu attendre mon entrée à l'université au début des années 2000 pour me rendre compte finalement que j'étais en quelque sorte plongé déjà dans le monde des adultes, que j'avais reçu une espèce d'initiation politique précoce et même brutale, initiation que je tiens à préserver et à continuer. Donc, le cercle familial, le parcours, les études ont eu une influence considérable sur mon orientation que je tiens à poursuivre. Parlez un peu de votre initiative. Vous parlez des forums citoyens. Alors, je suis parti des constats, un constat amer d'ailleurs, c'est que dans notre société, et plus particulièrement dans la société congolaise en général, on surestime beaucoup le rôle formel des institutions publiques, de l'État. On considère que l'État est les lieux exclusifs, l'Assemblée nationale, le Parlement, les lieux exclusifs des débats, d'échanges et des décisions importantes pour la nation. Mais il n'en est pas le cas. Ce rôle revient aussi à la société tout entière, à la société civile, aux cercles, aux associations, qui doivent discuter très librement des questions d'intérêt national, des questions sur le choix des sociétés, et j'estime qu'il nous appartient en tant que jeunes de lancer des initiatives de cette façon-là pour pouvoir discuter librement, en dehors de toute étiquette politique, en dehors de toute coloration politique, des questions d'intérêt national. Le forum citoyen est donc un espace virtuel de débats, d'échanges et de décisions pour l'avenir du Congo. L'espace de la diaspora, où ça concerne aussi le Congo. Ça concerne le Congo. Malheureusement, le taux d'accès des Congolais qui vivent au pays est très réduit, très réduit. Mais nous allons étendre cette initiative au niveau du Congo. D'abord, nous commençons dans la diaspora. On ne va pas se limiter simplement au niveau virtuel. Nous allons organiser des colloques et des conférences et des forums pour sensibiliser les jeunes, surtout les mobiliser sur la nécessité à pouvoir changer les choses, la nécessité à pouvoir discuter très librement, en dehors de toutes les colorations, des questions d'intérêt national. Voilà. Vous avez des ambitions. Pourquoi ne pas adhérer à un parti politique? Écoutez, j'avoue que le parti politique est le cadre idéal d'un engagement public et de première importance. Mais malheureusement, les partis politiques actuellement, dans leur fonctionnement actuel, ils ne produisent pas de débat de qualité sur les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, au nom des intérêts partisans, au nom de la ligne dogmatique du parti, les questions d'intérêt national sont sacrifiées. Il faut donc, j'estime pour ma part qu'à ce stade, il vaut mieux discuter de toutes ces questions en dehors de tout parti politique. Le parti politique, j'avoue, c'est un cadre idéal parce qu'il permet de débattre avec les experts et des initiés, mais en tant que jeune, j'estime qu'il faut d'abord discuter de ces questions en dehors de toutes les colorations pour avoir au moins de très larges horizons sur ces questions. Que peut faire la diaspora pour participer à la reconstruction du pays? Alors, ce que peut faire la diaspora pour participer, la question est là, c'est une très bonne question. D'abord, je précise que la diaspora congolaise, plus particulièrement, est un vivier insoupçonné des compétences et d'expertise. Il y a des talents qui fourmillent dans les sciences, dans le sport, dans la culture, dans les cinémas, dans les théâtres, dans les arts. Les Congolais d'ailleurs fournit à ce sujet beaucoup de champions du monde, surtout en ce qui concerne le sport et les cultures et les arts. Il y a beaucoup d'acteurs congolais qui ont pu mériter les prix des Oscars à travers le monde. Et donc ce sont des compétences à mettre au service du pays.
il y a d'autres Congolais qui n'ont pas eu, par leur volonté, accès aux études. Et ces Congolais ont découvert d'autres choses. Ces Congolais ont eu accès à d'autres horizons et d'autres expériences. Ils ont pu bénéficier des méthodes et des techniques et des travail qui sont une plus-value dans le cadre du transfert du savoir-faire. Il faut préserver ces acquis. Il faut les profiter au pays, au Congo. Les contraires me paraît tout simplement absurde. Et je crois que le Congo a beaucoup de choses à faire. En termes des contributions de la diaspora congolaise, il y a beaucoup de talent. Je pense qu'au plan intellectuel, la diaspora congolaise, l'élite congolaise, publie des travaux, des ouvrages de très haute facture intellectuelle qui permettent de vulgariser des informations sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, et qui permettent aussi de tempérer un peu la réputation sulfureuse d'un pays liberticide, d'un pays où la violation des droits de l'homme est très flagrante, d'un pays où de certaines parties du pays qui sont aujourd'hui réputées d'être le capital mondial du viol et des violences sexuelles. Je crois que ces travaux sont très importants. Ça, c'est une contribution importante de la diaspora. Sur les plans matériels et financiers, la contribution est très immense. Elle est énorme et on ne peut même pas les quantifier. D'après le chiffre, d'ailleurs, que j'ai eu ce matin, auquel j'ai eu accès ce matin, de l'OCDE, qui est, comme vous savez, c'est l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe. La diaspora congolaise a envoyé pour la seule année 2012 près de 6 milliards de dollars. C'est pratiquement l'équivalent du budget du pays. Donc cet argent n'est pas négligeable, c'est une contribution importante au développement, d'autant plus qu'elle est directement utilisable parce que intervient dans la vie quotidienne en ce qui concerne la naissance, le deuil, l'hospitalisation, la scolarisation. Cette aide est substantielle. Je précise d'ailleurs que cette aide a permis d'ailleurs de financer dans la microéconomie, de financer des petits projets locaux. La plupart des Congolais de la diaspora sont devenus des investisseurs locaux. Des investisseurs, ils ont investi dans le transport public. Le Congo n'a pas une politique efficace, efficiente, visible en matière de transport public, notamment dans les grandes villes. Ils ont investi dans la construction des hôtels et des flats qui permettent aux expatriés qui sont en séjour à Kinshasa de s'y reposer et de dormir très tranquillement. Ils sont des investisseurs. Bon, encore une fois, ces initiatives sont fragmentées. Elles sont localisées, elles sont limitées, elles sont individuelles. Il faut qu'on arrive à transcender les stades des initiatives individuelles pour pouvoir créer des grosses boîtes qui sont des boîtes prometteuses en termes de création d'emplois et de richesses, qui sont de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries. Mais là encore, pasteur, je précise, pour terminer, il faut l'implication du gouvernement congolais dans la facilitation des démarches administratives et dans l'allègement de tracasseries, de lourdeurs administratives. C'est des Congolais de la diaspora ne peuvent pas s'organiser comme les Turcs et les Marocains sans les concours de leur gouvernement. L'organisation, en termes d'initiative au niveau de la diaspora, ne peut pas porter des effets efficaces, efficients, si au niveau du Congo, il y a beaucoup d'entraves, notamment en ce qui concerne l'investissement, notamment en ce qui concerne la problématique de la nationalité. Vous savez que le Congo garde encore dans son arsenal juridique, notamment dans la Constitution, le principe de l'unicité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Ça, c'est une entrave. Ça, c'est un empêchement lourd qui ne permet pas vraiment, véritablement aux Congolais de pouvoir s'investir dans le développement du Congo. Et donc, il appelle que le gouvernement congolais puisse s'impliquer pour pouvoir alléger ces tracasseries, pour pouvoir revoir son arsenal juridique et permettant aux Congolais de l'étranger de pouvoir apporter le rapport au développement du pays. Le Kivu, la capitale mondiale du viol. Alors, cette épithète colle malheureusement le Kivu, l'Est de la République démocratique et du Congo en général, capitale mondiale du viol. Vous savez que au cours des 10 dernières années, le Congo a été le théâtre des hostilités
tant de la guerre au niveau régional qu'au niveau interne. Nous avons connu des rébellions. Et les modes opératoires étaient le même, c'est que ces mouvements armés procédaient par des violations massives de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les viols des femmes. C'est une méthode très tactique, opérationnelle, enfin, en termes dans les théâtres de la guerre, pour affaiblir les combattants du camp ennemi. Et ça, c'est une pratique qui s'est répandue au cours de ces dernières années. Beaucoup de femmes sont internées dans des hôpitaux. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au pasteur Denis Mukwege qui travaille depuis des années à soigner des femmes qui ont été victimes de viols à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des pratiques, ce sont des déviances auxquelles il faut apporter des solutions par l'implication de la communauté internationale pour enrayer les syndromes de la guerre, par l'implication du gouvernement congolais, pour pouvoir former une armée professionnelle et efficace capable de faire résistance à tous les mouvements des rébellions internes et à tous les appétits annexionnistes des pays voisins qui veulent venir chez nous chercher des richesses. Revenons à votre initiative Forum Citoyen. Est-ce que c'est déjà opérationnel? Alors, le site est en pleine création. J'ai bénéficié pour ce faire de l'apport de beaucoup d'amis français, belges et même congolais qui vivent ici. Nous sommes en train d'y travailler. Nous lançons donc des appels solennels à tous ceux qui veulent s'intéresser à cette initiative pour pouvoir venir discuter librement du Congo et apporter leur aide. Nous sommes donc ouverts à toutes les contributions. La diaspora congolaise regorge beaucoup d'intellectuels, des jeunes intellos. Quel message vous pouvez leur envoyer? Je pense que le Congo est notre patrimoine commun. Tout le monde, que vous soyez né en Europe, que vous soyez né au Congo, nous portons évidemment le Congo, notre pays à cœur. J'en ai d'ailleurs expérimenté lorsqu'il fallait aller manifester pour revendiquer la vérité sur les processus électoraux en 2011. J'ai vu des jeunes gens qui n'ont jamais mis les pieds au Congo et qui se sont déplacés des provinces lointaines, de Bruxelles, pour venir manifester au Congo. Signe que le Congo constitue une espèce de symbole pour eux, constitue en quelque sorte une deuxième identité pour ces jeunes. Donc, je lance un appel solennel à tous les Congolais de la diaspora et du Congo à venir participer à des initiatives qui nous permettent d'avoir une visibilité globale sur notre nation, sur l'avenir de notre nation. Il n'est pas digne d'appartenir à une nation sur laquelle, dans le dos de laquelle on casse du sucre du jour au lendemain, une nation qui traîne une réputation sulfureuse d'être une nation à la traîne, qui n'a aucun plan de développement économique et qui viole de manière constante le droit et les libertés des citoyens. Il faut travailler, il faut promouvoir ces idées qui permettent au Congo d'aller de l'avant. Parlez-nous du Congo du demain. Alors, pour moi, le souhait le plus ardent, au fait, c'est d'appartenir à un Congo qui se relève. Je souhaiterais appartenir à un Congo qui sort des sentiers battus de la propagande et de l'illusion. Je voudrais appartenir à un Congo qui tire les leçons du passé et qui s'est choisi une destinée tout en jetant des ponts durables avec les générations futures. Depuis l'année passée, je crois, vous le savez bien, au Congo, on a interdit aux femmes de s'habiller en pagne. On a interdit beaucoup d'activités des femmes par rapport au mois de la femme. Vous voulez parler du 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Le 8 mars, c'est la journée, cette journée fait partie des 100 journées adoptées par le système des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre les inégalités, dans la lutte pour la promotion des minorités à travers le monde. Je pense qu'au-delà des opérations festives auxquelles on a toujours eu l'habitude au-delà des opérations festives dont on remarque avec Fasta Kinshasa, je pense que cette journée devait être placée sous le signe de la méditation et de la réflexion autour de l'amélioration des conditions des femmes dans notre société en général et dans la société congolaise en particulier.
notre société, la société congolaise, entretient encore des coutumes, de préjugés, des habitudes qui sont devenues d'ailleurs structurelles parce qu'elles sont transposées dans les lois, des habitudes qui infériorisent la femme, qui la marginalisent. Je crois qu'à l'évidence, il faut pouvoir changer cela. Je crois qu'à l'évidence, l'État congolais doit avoir de bons côtés. L'État congolais doit essayer de pouvoir modifier des structures qui consacrent l'inégalité de la femme. Il faut promouvoir la femme. Il faut lui donner, parce que placées dans les mêmes conditions que les hommes, les femmes ont déjà démontré à travers le monde qu'elles sont capables de beaucoup aussi. D'ailleurs, à ce sujet, il existe un philosophe français, une philosophe française qui a dit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Les femmes sont aussi des êtres humains. Elles ne peuvent pas être traitées comme des êtres de ces corps. Il faut une réflexion en profondeur sur les conditions de la femme. Elles sont déjà vulnérables, comme ça, avec les fléaux des violences sexuelles dont on a parlé tout à l'heure. Elles sont déjà vulnérables par l'état d'esprit des Congolais, même qui considèrent que ce n'est pas un être à part entière. Il faut que cela, ça s'arrête. Et il faut l'implication du gouvernement pour pouvoir promouvoir les structures, pour pouvoir promouvoir l'émancipation de la femme. Je suis heureux de constater que depuis quelques années, le gouvernement travaille là-dessus et il y a moyen d'obtenir des résultats escomptés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore continuer. Est-ce que les Congolais sont-ils prêts à accepter une femme à tête de pays? Alors, les Congolais sont-ils prêts à accepter qu'une femme puisse présider au destin, à leur destin? Je pense que en termes de destin, en termes de... Parce que vous pouvez parler peut-être de la présidence, parce qu'il y a déjà des femmes qui sont déjà de ministres, hein, ça, et qui ont démontré de quoi elles sont déjà capables. C'est une question des compétences, c'est une question d'expertise qu'elles peuvent mettre. Ce n'est pas une question des genres. La compétence n'est pas liée au genre, la compétence n'est pas liée à la race. La compétence est liée à certains acquis, à un certain parcours. Si une femme démontre qu'elle est capable de diriger un pays, elle le peut. Elle le peut. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Congolais, et c'est pour ça que j'exhorte à ce que nous puissions départir des préjugés et des habitudes rétrogrades par ailleurs. Il faut qu'on accepte la femme comme un être à part entière, donc capable de faire tout ce que l'homme peut faire. Devenu président de la République, pourquoi pas, si la femme est compétente, bien sûr. Que pensez-vous de la balkanisation du Congo? J'entends parler très souvent du processus de la balkanisation du Congo. L'expression vient d'ailleurs du Balkan. Vous savez que dans l'histoire de ces mondes, autour des années de la décennie 90, il y a eu la scission de certains, on ne va pas rentrer en détail sur cette question, de certains États dans les Balkans. Alors, l'expression est rentrée en français et qui explique le processus de la scission, de la division d'un pays en deux, en trois, en raison de certaines affinités qui peuvent développer certains peuples par rapport à tel pays, par rapport à telle réalité, la religion, la race. Le Congo, sur ce sujet, j'en ai déjà entendu parler, ça fait très longtemps, qu'on veut diviser les Congos pour pouvoir bien le régner. Je pense que nous avons déjà développé en tant que Congolais des liens assez forts qui nous ont unis. Nous avons été unis par les sommes, nous avons développé, nous avons formé un destin commun et nous devons continuer à vivre dans les limites des frontières que nous ont léguées les colons belges, bien entendu. Et il existe d'ailleurs dans l'Union africaine, dans la charte de l'Union africaine, de l'unité africaine, un principe de l'intangibilité des frontières laissées par la colonisation. Nous devons préserver ces frontières-là, nous devons continuer dans le lien entre le peuple, dans les dialogues et dans l'harmonie entre le peuple, et je pense que pour ce faire, il faudra une armée professionnelle et efficace pour pouvoir défendre les intérêts de la République, assurer la sécurité des personnes et des biens, mais il faut également une administration efficace pour pouvoir redistribuer la richesse de manière équitable au niveau national pour essayer d'arrêter les convoitises, pour essayer d'arrêter toute les velléités sécessionnistes de rébellion au niveau de la nation. Donc, encore une fois, c'est un devoir du gouvernement, c'est le devoir du Congolais. Il faut faire naître les sentiments nationaux, les sentiments d'appartenance à une seule nation.
Donc le Congo peut éviter la balkanisation. Les Congolais, le Congo peut éviter la balkanisation. Il n'est pas trop tard. Il faut que les Congolais prennent conscience que le Congo, c'est notre patrimoine. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous dicter de la manière dont nous devons gouverner notre pays, ce patrimoine. Nous devons le préserver. C'est un peu comme dans votre propre maison. Si vous ne fermez pas votre maison, eh bien, les voleurs passeront par là, il va voler vos biens, vos affaires. Nous devons fermer notre propre maison en développant des politiques publiques efficaces, en mettant à l'intérieur de nos territoires une armée et en l'équipant du matériel nécessaire pour pouvoir battre, pour pouvoir préserver l'unité nationale et pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire et assurer la sécurité de toutes nos populations. Votre mot de la fin? Je souhaiterais appartenir à un Congo qui se relève. Je souhaiterais appartenir à un Congo qui tire les leçons du passé. Je souhaiterais appartenir à un Congo qui sort des sentiers battus de la propagande et de l'illusion. Un Congo qui jette des ponts durables avec les générations futures. Merci. 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 Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.